Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Gros plan maintenant sur le mercato d'hiver dans Classico. On va essayer d'en faire un bilan avec notre prochain invité, l'économiste Luc Arondel. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre dans Classico. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'économie du football. Qu'est-ce qui fut singulier dans ce mercato d'hiver 2022-2023 ? On en a parlé beaucoup dans la presse. C'est surtout la politique de recrutement et de transfert de Chelsea, qui a écrasé un petit peu tout le reste. C'est-à-dire qu'a gonflé effectivement les transferts au niveau de la Première Ligue et surtout au niveau du mercato d'hiver, où effectivement ils ont recruté autant que les 4 autres ligues majeures, on va dire. C'est une idée à cette période de l'année, en tout cas pour ce mercato d'hiver, pour un club anglais ou pour le championnat anglais, ou c'est simplement rare, lié là Non, c'est un des plus gros mercato d'hiver qu'on a vu en Première Ligue, ça c'est clair. Ouais. Quels sont les facteurs que vous mettez en avant ? Alors, on imagine que c'est aussi lié au rachat du club il y a quelques mois à la suite du départ d'Abramovich. Est-ce qu'il y a d'autres éléments explicatifs de cette inflation en matière de transfert ? Je pense que c'est essentiellement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que le nouveau propriétaire de Chelsea, il a vraiment un plan pour rendre l'équipe compétitive, quoi. Bon, pour l'instant, ça fonctionne pas trop bien, mais enfin bon, ça on peut pas lui en vouloir. Donc là il est. Et puis je pense que ça correspond aussi à un engagement qu'il avait pris quand il a racheté le club de Chelsea. C'est-à-dire qu'il s'était engagé à dépenser un peu plus d'1 milliard 75 millions 750 millions de livres dans l'équipe, dans les infrastructures et dans l'achat des joueurs. Donc ça correspond à ça. Une question d'Alexis Visan. Oui, moi j'avais une question, c'était votre regard sur un peu justement cette méthodologie qui consiste donc à allonger la durée des contrats pour que financièrement parlant ça soit étalé sur la durée du contrat, le coût du transfert. Donc une durée qui dépasse les 5 ans, en France c'est pas autorisé, en Angleterre ça l'est. Justement vous, comment vous jugez, quel est votre regard sur cette méthode financière, on est sur l'économie pure, et comment vous jugez ça en fait ? C'est plutôt une méthode comptable, plutôt qu'économique. Oui, comptable plutôt. Effectivement, c'est la possibilité d'étaler le contrat, le transfert du joueur sur la durée du contrat, quoi. Je pense que c'est la principale raison pour rentrer dans les clous du fair play financier, puisque effectivement, plus votre contrat est long, moins la charge, moins l'amortissement est important dans les comptes du club, quoi. Mais c'est peut-être pas forcément la seule raison. C'est aussi pour s'acheter des joueurs en devenir, pour éventuellement éviter qu'ils partent ailleurs, etc. Alors c'est un calcul, ça peut s'avérer mauvais si vraiment les joueurs ne concrétisent pas, mais il y a aussi cet aspect-là. Bon, la contrepartie, c'est que vous êtes obligé de payer sur la durée du contrat, même si vous ne satisfait pas au niveau sportif. Grégory Schneider. Oui, ils ont à ce stade 45 milieux de terrain sous contrat. Il en faut 3 ou 4. Quelle est l'intention derrière ? Là, c'est vrai que sur le côté sportif, je sais pas trop. Alors effectivement, ils ont quand même, ils ont la possibilité. Alors ils ont un club satellite, qui est un club de première division néerlandais. C'est je sais plus comment ça s'appelle. Donc ils ont la possibilité de les faire jouer là-bas. Mais c'est vrai que empiler les joueurs, c'est pas forcément efficient d'un point de vue économique. Ça, c'est clair. Mais c'est ça. Est-ce que l'avenir économique du foot ne passe pas, comme vous venez de l'évoquer là, par effectivement des groupes qui détiennent plusieurs clubs, ou en tout cas qu'on des parts dans plusieurs clubs. On l'a vu là dernièrement, Paris Saint-Germain aussi, évidemment le City Group. Et avec Ineos peut-être demain, avec Manchester. Peut-être demain. Est-ce que effectivement les clubs aujourd'hui ne vont pas être obligatoirement détenus par ces groupes pour pouvoir s'échanger les joueurs plus simplement, acheter un joueur et le mettre à disposition d'un club qui appartient à la galaxie? Est-ce que justement c'est pas ça l'avenir un peu des argentiers du foot, quoi? C'est vrai qu'il y a deux grandes tendances qu'on a pu observer dans l'économie du foot actuelle. C'est-à-dire la première tendance, c'est l'arrivée des Américains sur le football européen. C'est vraiment les Américains à la conquête du football ouest européen, puisque là,
En Europe, il y a à peu près 90 clubs professionnels qui ont été rachetés par des Américains, que ce soit des fonds de placement ou des propriétaires, hein, dont 21 clubs anglais. Donc, vous voyez, c'est considérable. Et la deuxième tendance, c'est effectivement, notamment à travers les acquisitions des private equity, des fonds d'investissement, c'est aussi la constitution de galaxies de clubs. Ça, c'est une seconde tendance. Et vous voyez, par exemple, en 5 ans, de 2016 à 2022, enfin 5 ou 6 ans, on est passé de 16 multipropriétés à 68. Donc, c'est considérable. Ça veut dire qu'il y a 200 clubs en Europe qui sont concernés par des multipropriétaires, par le même propriétaire. Donc, vous voyez qu'effectivement, ça peut être cohérent, ça peut être efficient d'un point de vue économique, mais ça va certainement poser à terme des problèmes d'éthique sportive. Une dernière remarque de Grégory Schneider. Pourquoi ils font des multipropriétés ? C'est quoi l'avantage ? Alors, il y a différentes. Alors, d'un point de vue économique, ça correspond à une intégration, on va dire une intégration horizontale, c'est-à-dire effectivement, c'est plutôt pour créer des filières de formation, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça, c'est le premier aspect. Si on se place du côté d'un fonds de placement, c'est aussi une manière de diversifier ces risques, quoi. Hein, c'est-à-dire que vous avez plusieurs clubs, donc vous pouvez effectivement vous mettez pas comme on dit, hein, vous mettez pas vos œufs dans le même panier. Si vous avez une recherche de rendement, c'est vrai que ça peut être dans cette logique de mutualiser un petit peu les risques. Après, vous avez les deux grands exemples, hein, de multipropriété, c'est d'un côté vous avez le Red Bull et puis de l'autre côté le City Football Group. Donc, mais si on regarde du City Football Group, ça peut être une autre stratégie. Je pense que là, c'est vraiment une stratégie de globalisation de la marque. Donc, c'est acquérir un club sur chacun des continents. C'est essayer d'augmenter la base des supporters de Manchester City. C'est aussi de vendre une certaine idée du football, c'est-à-dire une sorte de propriété intellectuelle qui est un peu liée à la personnalité de Guardiola. On l'a vu dans le cas de Patrick Vieira, vous parliez de Nice tout à l'heure. Donc, c'est un peu, voilà, il peut y avoir plusieurs motivations à cette logique, mais c'est vrai que, ceci dit, c'est quelque chose qu'on a observé depuis les années 90. Hein. Il y a le propriétaire de Tottenham, le groupe Enic, posait déjà un portefeuille de clubs dans les années 90. Ça a posé des problèmes, notamment en Ligue des Champions, puisque Prague et Athènes s'étaient vus interdire de rencontres, mais on a vu plus récemment que finalement l'UEFA ne voyait pas d'inconvénient à ce que le Red Bull de Leipzig rencontre le club de Salzbourg. Donc ça pourrait faire jurisprudence. Merci beaucoup Luc Arundel d'avoir été avec nous. Je rappelle l'un des derniers titres de votre bibliographie, L'argent du football. Merci encore d'avoir été avec nous et à très bientôt dans Classico. Bonne soirée à vous. Je vous en prie, merci beaucoup, au revoir.